Je suis rentrée au moment des saluts et c'était très beau cette image, ce film derrière de destruction. Je vous sens inquiet depuis longtemps, Bernard Sobel, sur l'état du monde, sur nos sociétés, sur cet écroulement un peu de la civilisation. Et j'avais quand même une question peut-être un peu ouverte, mais pourquoi passer par Euripide et les Bacchantes pour dire ce questionnement et cette inquiétude-là? Toi qui as choisi la pièce, Je dirais parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est une situation au niveau de la planète, je pense que ce n'est pas prétentieux de dire ça, complexe, difficile à comprendre, et par rapport à l'espèce humaine, les prochains pas que nous allons avoir à faire, les choix qui nous sont laissés, d'aller d'abord que l'histoire continue, quelles que soient les catastrophes qui nous arrivent. C'est ça qui est déjà formidable chez Euripide, mais tout simplement en me disant que c'est dur de dire la complexité de notre temps, en acceptant cette complexité et en disant que cette complexité sera notre lot jusqu'au bout, qu'il n'y aura pas un moment où tous les problèmes seront résolus. Et pourquoi avoir choisi Euripide? Parce que je pense que, en tant que dramaturge citoyen, je dirais citoyen parce que dans la cité athénienne, les spectateurs étaient des spectateurs, ceux qui n'étaient pas des esclaves, obligés. Ils devaient venir au spectacle, ils devaient venir tous les ans à un festival d'Avignon obligatoire. Et tout simplement, je pense que sans avoir... c'est pourquoi je pense que personnellement, il a trouvé le truc une fois. Et je me demande aujourd'hui, par exemple, je dirais que celui qui a trouvé le truc pour essayer de dire la complexité à laquelle nous avons affaire et nous allons avoir affaire, ça serait peut-être en attendant Godot, s'il fallait réfléchir comme ça. Voilà, je dirais même plus que Brecht. Moi je dirais, pour compléter ce que tu dis, que ce qui est admirable chez les tragiques grecs, c'est qu'ils nous montrent que le monde est un monde de contradictions et qu'il ne faut pas, sous peine de très graves dangers, essayer de les résoudre, ces contradictions. On n'est pas... le monde est fait de blanc et noir, de oui et non. C'est pas oui ou non, c'est pas blanc ou noir, c'est les deux. Et si on cherche on ne peut d'ailleurs, les contradictions ne se résolvent jamais, c'est une illusion, et ça finit par provoquer des catastrophes. Or, les tragiques grecs nous montrent, à la fin c'est une question posée au spectateur. Les contradictions sont exposées, elles sont données à réfléchir, elles ne sont pas résolues. Contrairement au système philosophique qui prétend donner des solutions. Les tragiques grecs ne nous donnent pas des solutions, ils nous donnent à réfléchir les contradictions. Mais aussi, ça je complète, les contradictions, ça dépend qui ou comment vit ces contradictions aujourd'hui. Je pense qu'entre un sans-papier et Bernard Arnault, ils ont une façon tout à fait différente de faire face à ces contradictions. Donc je pense que le sans-papier aura à se battre pour que les contradictions changent d'aspect. Comme dans la pièce, la question des femmes. Parce que ce qui est quand même assez prodigieux dans cette histoire, c'est quand même la pièce d'abord s'appelle Les Bacchantes.
on voit des femmes dans une société où les femmes sont enfermées, n'ont pas droit à l'espace public, où elles sont condamnées au mariage, qui est d'ailleurs qualifié à chaque fois dans la pièce de joug. C'est toujours la femme non mariée, la femme mariée est sous le joug. Et les vierges sont celles qui ne sont pas sous le joug. Or, on voit opposer des femmes qui sont libres, qui vagabondent, qui ne travaillent pas de leurs mains, qui ne sont pas réduites à faire la cuisine ou à tisser de la toile, des femmes qui aspirent à une liberté, et des femmes thébaines que Dionysos, d'une certaine façon, pour, disons, provoquer des remous chez les Thébains et faire admettre sa divinité, libèrent de leur foyer et expédient sur la montagne. Et ces femmes qui n'ont pas choisi d'être des bacchantes, les Thébaines, elles sont poussées piquées par l'aiguillon de la folie de Dionysos, vont quand même faire une expérience extraordinaire de liberté, de bonheur, de plaisir, d'activité libre, avant de retourner, évidemment, à leur fourneau plus tard, une fois la pièce terminée. Et ce qui est aussi frappant, c'est le couple, la sœur Sémélé qui a aimé librement un dieu, et la sœur Agavée qui, elle, a procréé dans le cadre du mariage, mais qui, quand elle parle, étant encore frappée par l'aiguillon de la folie, piquée par l'aiguillon de la folie, revendique un statut qui justement n'est pas le statut des femmes, de la femme grecque normale. Elle est quasiment en compétition, d'abord en compétition avec les hommes en général, et en compétition avec son fils qui a hérité du trône, alors que Cadmos n'a que des filles. Et donc il a dû sauter par-dessus les filles pour introniser son petit-fils, parce que les femmes n'héritent pas du trône, effectivement. Donc là, il y a une parole, clandestine d'Euripide concernant les femmes et les contradictions de cette société concernant le problème des femmes. Et je dirais même que par rapport à aujourd'hui, moi c'est une chose que je n'ai découvert qu'à la toute fin, en regardant le spectacle et travaillant avec nos amis actrices et acteurs, c'est que le problème du politique et de l'espèce passe par un problème fondamental, c'est comme ça que je l'ai vu moi, qui est le refus pour les hommes d'accepter d'en être obligés de passer par le ventre des femmes pour exister et pour être. Ça, Brecht ne l'a jamais résolu. C'est-à-dire, dès le début, c'est cette question qui est posée. C'est-à-dire qu'on a une chose, c'est un charlatan. Il ne faut pas oublier que Dionysos est le dieu du théâtre. Et sa manière de faire avancer la pensée, c'est de faire avancer la pensée en posant la question qui est une des nôtres aujourd'hui par rapport à ce qu'on appelle le féminisme. Voilà, on pourrait dire que soit Trump, soit Weinstein pourraient être des héros du problème. Et c'est des choses qui sont un peu séparées, alors que le génie d'Euripide, et je pense que c'est pas simplement dans son cabinet, mais il vit en tant que citoyen de la démocratie grecque, de voir, de sortir aussi d'une période qui va produire des choses merveilleuses, le Parthénon, Samothrace, l'histoire, la philosophie, etc., et de constater et d'être lui-même victime de la barbarie, c'est-à-dire de cette histoire qui continue, et la beauté qui est revendiquée aussi dans la pièce. La beauté est revendiquée, et voilà, il ouvre la question qui est celle du problème de l'artiste, parce qu'il est face à l'horreur, face au désastre de la guerre, face à tout ça, et dans le fond, il réussit aussi
à poser la question de qu'est-ce qu'il essaye de faire. Alors, il me semble qu'il essaye de faire du beau avec de l'horrible. Mais en vous entendant parler, notamment à propos des femmes, parce que c'est vrai que ça saute aux yeux quand on regarde cette pièce, la place et le rôle des femmes qui n'étaient pas des citoyennes comme les autres, elles trouvaient quand même leur place. Elles ne sont pas des citoyennes du tout. Voilà. Hein, et elles ne sont même pas... Il y a les hommes et la race des femmes. Hein, c'est quand même énorme. Et le théâtre leur donne de la voix, Oui. Les fait entendre, elles ont des revendications. Et là, on s'aperçoit que en quittant Thèbes, la cité qui fonctionnait selon des règles immuables, tout part à volo, finalement tout s'écroule. C'est-à-dire qu'il pose aussi la question, la nécessité que tout ça fonctionne, pas uniquement sous le joug de l'autorité incarnée par le roi, mais aussi parce qu'il y a des hommes et des femmes qui habitent, qui font vivre. Il faut qu'il y ait des soupapes, si la société ne donne pas à toute une partie à la moitié, disons, de la cité, ne lui donne pas un espace dans lequel elle peut se réaliser et s'exprimer, cette société risque d'exploser. Cette société va imploser, plus exactement. Ce qui fait que la cité grecque, dans ce cadre, malgré tout, contraint pour les femmes, va néanmoins organiser, il va y avoir un certain nombre d'activités, de cérémonies, notamment dans le culte de Dionysos, des moyens d'expression pour les femmes, bon, même si c'est, vu d'aujourd'hui, une société qui est extraordinairement phallocratique, enfin, voilà. Mais il y a aussi une autre chose qui me paraît importante dans la pièce. C'est une pièce qui est écrite par un homme d'un âge, même certain, puisqu'il mourra très peu de temps après, quelques années après, et il est constamment question dans la pièce de la mortalité, de l'importance pour un être humain de savoir qu'il est mortel, qu'il n'existait pas, il se met à exister un jour, et un autre jour il n'existera plus. Et c'est dans cet espace de temps qu'il doit penser, construire sa vie. Ce qui remet les pendules à l'heure, disons, et qui fait que ceux qui l'hubris d'un Pentée, la volonté d'hégémonie, la volonté de dominer le monde, de dominer la nature, cette volonté que l'humanité manifeste depuis qu'elle est apparue, elle est désastreuse au sens fort pour l'espèce elle-même. Et ça, je crois que c'est un message que Euripide veut faire entendre. Et s'il y a une tragédie à la toute fin, en dehors de celle à laquelle on assiste, c'est celle de Cadmos, qui est condamné à l'immortalité. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'oubli possible de ce qui s'est passé. Les dieux le condamnent à ne jamais mourir. Il sera avec sa femme déesse dans l'île des bienheureux. Donc il ne mourra pas. Et c'est des dernières paroles qu'il prononce, il dit « Je ne trouverai pas le repos, puisque je ne pourrai pas mourir. » Et parlons des personnages de Cadmos, justement, et Thérésias, qui sont les deux anciens, les deux ancêtres, qui pourraient symboliser peut-être la sagesse. Et eux ne sont pas effrayés par Dionysos. Ils revêtent les habits, ils se disent « On va aller voir, on va regarder, on va aller vers l'inconnu, tant pis. » Alors, est-ce que c'est une posture de sagesse? Est-ce que c'est aussi... Peut-être qu'ils ont aussi cette expérience qui dit « Bon, mais peut-être que ça va changer, que la vie va évoluer comme ça. Peut-être qu'il va bien falloir qu'on s'ouvre, que la cité change ses codes, ses règles. » Et puis, chez Cadmos, il y a, disons, c'est un calcul très rationnel chez lui. Il dit qu'il vaut mieux dire que Sémélé a été engrossé par un dieu que par le plombier. Parce que c'est comme pour la famille, c'est quand même mieux. Donc, ne serait-ce que pour cette raison, acceptons de dire que c'est un dieu. Mais il y a aussi un problème qui se pose à nous, c'est qui organise les rave parties. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, c'est une nécessité, on le laisse, ça comporte des dangers. Donc ce besoin-là, soit de distraire, soit il ne serait que
de regarder le reportage ou même de vivre certains concerts et de voir comment le public se comporte. Il n'y a pas, voilà, c'est... Cette volonté de rationalité et d'ordre de Pente, j'ai entendu dans le débat qu'il y avait eu à France Culture, on parlait de la vengeance de Dionysos. Il n'y a pas de vengeance de Dionysos. Dionysos vient pour qu'on reconnaisse sa divinité et réhabiliter donc sa mère. Il ne vient pas et il va donner toutes ses chances à Pente. Il va provoquer donc d'abord le départ des femmes sur la montagne, qui est quand même une chose, un phénomène. Toutes les femmes de la ville sont parties, elles ont abandonné leur nouveau-né. Hein. Elles se sont lavé les mains de toutes leurs responsabilités de mère et d'épouse. Bon. Après, il y a le miracle, ce qu'on appelle le miracle du palais. Enfin, on lui raconte ce qui s'est passé sur la montagne, les femmes qui font fuir des hommes armés. Il a énormément de phénomènes extraordinaires auxquels il assiste ou qu'on lui raconte, et il n'en tient pas compte. Il reste figé dans sa volonté d'être celui qui dirige, qui règle, qui mène tout, et forcément, la réalité lui échappe. Je dirais, mais ce qui est admirable chez Euripide, c'est quand par exemple, quand il attaque le problème de l'histoire de l'espèce humaine qui transforme la nature, c'est-à-dire le fer, sans arrêt, il est parlé de ça. Il ne faut pas oublier qu'à la fin, Agave dit « Pourquoi aller acheter des armes ?» C'est-à-dire, c'est un problème, il y a les rave-parties, il y a aussi les chantiers d'armement aujourd'hui. Pourquoi on fait ça? Pourquoi il y a ça? C'est-à-dire, alors on pourrait sans arrêt, c'est un objet tout à fait particulier parce que, et donc je ne sais pas comment, et puis il ne faut pas oublier aussi que c'est un poème qui a aidé certains poètes chrétiens à un moment donné à poser la question de l'Immaculée Conception. Je veux dire qu'on a retrouvé des répliques du poème d'Euripide dans des textes qui étaient écrits pour parler de l'épiphanie de Jésus et de son apparition, en voyant que ce matériel avait été utilisé. Alors vous voyez qu'en une fois, on ne pourra pas répondre. Je veux dire que c'est très difficile parce que sans arrêt, on tire des fils et dans le fond, je pense qu'on peut dire que notre compagnie a toujours travaillé là-dessus, c'est-à-dire de dire oui, il faut refaire le monde sans arrêt. C'est une des tâches puisque nous le transformons. Et c'est pas facile pour les dramaturges d'inventer des poèmes qui permettent de partager avec un public ces questions. Les questions, si nous l'avons choisi, c'est parce que quelque part, nous supposons que vous avez le même genre de questions dans vos têtes et vous n'avez pas les réponses. Et ça, Euripide, quand il écrit cette pièce, il l'a vraiment, c'est ça qui le travaille. La peur de cette catastrophe imminente et la volonté de mettre en garde, d'alerter le public. Oui. Bernard Sobel, oui. Vous partagez cette peur ou cette inquiétude? Parce que la peur peut être paralysante. Hein. Non, écrire une pièce, c'est pas paralysant, c'est actif, c'est une manière d'agir. Certes, mais c'est acter la fin d'un monde. En même temps, on peut aussi imaginer qu'après une catastrophe, autre chose peut redémarrer. Oui, mais il y a un grand débat qui, d'ailleurs, puisque c'est l'humanité, je parle de mon journal, c'est, comment dire, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on n'a pas besoin, c'est une question qu'a posée, je le dis comme ça, pas par cuistrerie, parce que je viens de relire les thèses sur l'histoire de Benjamin, et la nécessité, en fait, d'avoir un pessimisme joyeux.
et pas un optimisme con. Et c'est, je pense, la chose devant laquelle nous, communistes, c'est la question qui nous est posée. C'est-à-dire comment on fait face aux transformations et donc comment on va aborder ça. Et on a jusque-là voulu dire on va vers le... Non, je pense que le pessimisme est la seule chose qui permette, et la réalité nous dit chaque jour, d'être optimiste. Il faut, sur le problème de voir, de regarder les yeux de Dionysos, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire voir, qu'est-ce que ça veut dire utiliser ses sens, chose que Molière retrouvera, etc. Donc c'est des choses très importantes. Et Dionysos, c'est le regard, c'est la réciprocité du regard. Ce qui est dénoncé dans la pièce, c'est celui qui veut voir sans être vu. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait réciprocité du regard. Et le théâtre, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un public qui regarde et qui se regarde et qui est vu. Enfin, il y a une réflexion du public par rapport au spectacle. C'est très rare que le propriétaire du théâtre, c'est-à-dire Dionysos, dise « je vais me mêler de cette histoire et je vais venir personnellement ». Donc tout de suite, j'ai pris forme humaine. Voilà. Et après, il peut être le roi des effets spéciaux, c'est pas un problème, tu peux tout faire. Et il sait tout. Quand il lui dit tu ne sais pas qui tu es, je sais, les trois choses. Donc il sait tout. Donc il y a tellement d'entrées. Vous savez, si on parlait du pessimisme, je pense que on pourrait penser à un homme comme Chaplin quand il fait Verdoux. C'est intéressant. Et quand Verdoux va à la guillotine, il respire profondément parce qu'il va quitter l'espèce humaine. Voilà en quoi notre pratique, je parlerai de la pratique du théâtre, pas l'art, etc., c'est difficile d'être aujourd'hui pertinent et utile, de trouver les poèmes utiles. Voilà. D'autres questions? Vous comprenez, un acteur est polymorphe. Vous le voyez, lui, je pense que Vincent n'a rien à faire avec Dionysos. Peut-être que si. C'est tout l'art du théâtre. Mais qui se dit là. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de croire. Il s'agit de persuader et de penser. Voilà. Il n'y a pas de commodité, disons, dans ce théâtre. On n'est pas là pour s'installer, se vautrer et que nos sentiments comme ça soient caressés dans le sens du poil. Voilà. Donc c'est ça le travail d'un Molière, d'un Euripide, d'un Échille, d'un Ostrowski, et que sais-je.